Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet immense, vraiment une histoire qui court sur 15 siècles, les relations entre juifs et musulmans des tout débuts jusqu'à nos jours. Pour nous guider dans ce parcours, on s'appuie principalement sur un ouvrage collectif très très riche, Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, qui couvre cette longue période et une géographie très large, de l'Arabie à l'Andalousie, en passant par le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Oui, c'est une histoire absolument essentielle et souvent, comment dire, éclipsée ou même déformée par le prisme des conflits plus récents. Ce qu'on découvre en fait, c'est une réalité beaucoup plus complexe, tissée de coexistence parfois pacifique, d'échanges culturels incroyablement féconds, mais aussi, bien sûr, il ne faut pas le nier, de tensions, de discrimination et de violence. Absolument. L'idée, c'est vraiment de dépasser les clichés, quoi, qu'ils soient ceux d'un âge d'or un peu idyllique ou, à l'inverse, d'un conflit éternel. Et pour commencer, il y a ce détail, moi je trouve ça fascinant, des tout débuts de l'islam. Ah oui, hein. Mm. Les premiers musulmans priant se tournant vers Jérusalem. Ça en dit long sur les liens initiaux, non? C'est un point de départ crucial, tout à fait. Cette orientation vers Jérusalem, avant le recentrage sur la Mecque, d'ailleurs, en intégrant la figure d'Abraham via Ismaël, ce qui n'est pas anodin, ça montre bien que les relations, au départ, n'étaient pas prédéfinies comme conflictuelles. Mais bon, cette proximité initiale, elle s'est vite complexifiée. Ah oui. Oui, à Médine, notamment, la distinction théologique s'est doublée de rivalité politique pour le contrôle de la nouvelle communauté. Et le Coran lui-même va réutiliser des récits bibliques sur les fils d'Israël, parfois de manière critique, pour marquer cette différence, justement. Justement, avant l'islam, c'était comment la vie des juifs en Arabie? On imagine souvent le désert, mais il y avait des communautés bien établies, c'est ça? Tout à fait. L'Arabie pré-islamique comptait des communautés juives anciennes, parfois depuis des siècles, et plutôt bien intégrées. On trouvait des juifs artisans, commerçants, agriculteurs, même des poètes qui participaient pleinement à la vie des tribus arabes. D'accord. Ces communautés étaient, disons, rabbiniques. Elles avaient des rabbins, des liens, même si parfois ténus, avec les grands centres d'études juives en Babylonie, l'Irak actuel, ou en Palestine. Le Coran mentionne d'ailleurs des termes comme Rabbaniyoun ou Ahbar, qui désignent sans doute ces figures savantes, quoi. Il y a même des légendes assez incroyables, rapportées bien plus tard, dans le Kitab al-Harani, une immense compilation du Xe siècle, qui font remonter certaines tribus juives de Médine à des prêtres qui auraient fui Jérusalem après la destruction du temple en 70, Oui, oui. ou même aux guerres de Moïse. C'était sans doute une façon pour elles d'affirmer leur prestige, leur ancienneté. Exactement. Une manière de revendiquer une noblesse, une légitimité ancienne. Donc l'arrivée de l'islam constitue une rupture, clairement. Après cette phase où une forme d'intégration semblait possible, le contexte politique très spécifique de Médine, la naissance d'une nouvelle entité politique sous l'autorité de Mohammed, et puis les divergences théologiques ont conduit à des conflits, notamment avec certaines tribus juives de l'Oasis. C'est là que le sort des juifs en terre d'islam commence à se définir, différemment. Et c'est là qu'intervient ce fameux statut de Jean du livre, Al-Kitab en arabe. Le Coran leur reconnaît une place particulière, différente des polythéistes, mais c'est pas simple pour autant, j'imagine. En effet, le Coran contient des versets qui reconnaissent une filiation commune. Abraham n'était ni juif ni chrétien et ce genre de choses, mais aussi des critiques parfois très vives. Surtout, il établit les bases d'un statut juridique spécifique. On cite souvent le verset «Pas de contrainte en religion», Coran 2, 256, Oui, qui sera interprété comme interdisant la conversion forcée. Mais un autre verset, le 9, 29, est fondamental. Il offre aux gens du livre, juifs et chrétiens principalement, le choix entre la conversion à l'islam, bon, la mort pour les polythéistes, ou alors le paiement d'un impôt spécial, la jizya. ah, la fameuse jizya. Voilà. En échange de cette jizya et de l'acceptation d'un statut de dominé, ils obtenaient une protection. C'est le statut de dhimmi, Donc protégé, mais... soumis. Et ça concernait aussi les chrétiens, les zoroastriens en Perse. C'est une différence majeure avec l'Europe chrétienne médiévale, où les juifs étaient souvent la seule minorité tolérée, et encore, Oui. tout à fait. En terre d'islam, ils faisaient partie d'une catégorie plus large. Est-ce que ça changeait leur perception, leur vécu? Probablement. Il n'était pas l'unique autre, l'altérité absolue. Ce statut de dhimmi, il a été codifié plus tard, de manière plus détaillée, notamment dans ce qu'on appelle le pacte d'Umar. Bon, c'est un texte dont la forme classique date plutôt du IXe siècle. D'accord. Et il énumère toute une série de restrictions,
assez humiliante souvent. Interdiction de construire de nouvelles synagogues ou églises dans les villes musulmanes, obligation de porter des signes distinctifs sur les vêtements, interdiction de monter à cheval, qui était un symbole de prestige militaire, de porter des armes, de critiquer l'islam publiquement. C'est un cadre légal qui instaure clairement une hiérarchie, une infériorité sociale. Humiliant sans doute, mais est-ce que ça offrait aussi une forme de sécurité juridique, une place définie, même si subalterne, dans la société? C'est tout le paradoxe. Oui, ce pacte, en échange de l'ASJTA et de cette soumission affichée, garantissait la protection de la vie, des biens, et aussi la liberté de culte, bon, dans certaines limites, on l'a dit. Mais, et c'est crucial, son application a énormément varié. Ah oui. Énormément. Selon les souverains, les époques, les régions, on pouvait être très strict ou beaucoup plus souple. Il y avait une marge de négociation, en quelque sorte, et la réalité quotidienne était souvent plus complexe que la lettre de la loi. Ce qu'il faut retenir, c'est ce cadre ambivalent, une protection conditionnée à la soumission. On arrive à cette fameuse période de l'âge d'or, surtout en Al-Andalus, l'Espagne musulmane. Alors, mythe ou réalité? Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le plan culturel? Alors, il y a eu une période d'échange culturel extraordinairement intense, ça c'est indéniable. L'influence de la civilisation islamique sur le judaïsme médiéval a été profonde. Vraiment. L'arabe est devenu la langue de la philosophie, de la science et même de la théologie pour de nombreux intellectuels juifs. C'est assez fou quand on y pense. Oui, c'est vrai. Prenez Saadia Gaon au IXe siècle à Bagdad. Il traduit la Bible en arabe, il écrit des traités de philosophie juive en arabe, de lois juives en arabe. Il intègre la pensée grecque via les traductions et les commentaires arabes. C'est énorme. Et plus tard, le grand Maïmonide, né à Cordoue, qui écrira son chef-d'œuvre, le Guide des égarés, en arabe. Il essaie de concilier la foi juive et la philosophie d'Aristote telle qu'elle était comprise et transmise dans le monde musulman. C'est une véritable révolution intellectuelle pour le judaïsme. Et ça ne s'arrête pas à la philosophie, si je comprends bien. Même la poésie hébraïque a été transformée. En Espagne, des poètes comme Samuel Anaguide, qui était aussi vizir quand même, Salomon ibn Gabirol ou Yehuda Halevi, ils ont adopté les maîtres, les thèmes et même une certaine vision du monde de la grande poésie arabe. C'est fascinant de voir à quel point les cultures pouvaient s'interpénétrer. Absolument. Les études sur la grammaire hébraïque aussi, apparemment, ont été révolutionnées par les méthodes des grammariens arabes avec la structure trilitaire des racines. Tout à fait. C'est cette symbiose culturelle, cette effervescence intellectuelle qu'on appelle parfois l'âge d'or. Mais attention au terme. L'historien Marc Arcohen, par exemple, nous met en garde contre une vision trop idéalisée. Cette coexistence et ces échanges n'ont jamais signifié égalité parfaite ni absence de tension. La hiérarchie de la Dhimma, elle restait bien en place. Et il y a eu des moments de violence, parfois terribles. On peut penser au massacre de la communauté juive de Grenade en 1066. Ah oui? Déclenché par des agitateurs qui accusaient le vizir juif Joseph ibn Nagrela d'avoir outrepassé son statut, d'être trop puissant. C'est un exemple brutal qui rappelle que l'âge d'or n'était pas un paradis perdu. C'était plus complexe que ça. C'est une précision essentielle, en effet. Donc, une période de grande créativité, favorisée par le contexte islamique, mais toujours dans ce cadre de subordination et avec des moments de grande précarité. C'est ça. Exactement. Et paradoxalement, l'expansion de l'islam a aussi d'une certaine manière aidé le judaïsme à se structurer, à s'unifier. Comment ça? Eh bien, les dionymes, les chefs des grandes académies talmudiques de Babylonie en Irak, ont pu étendre leur autorité spirituelle sur des communautés juives très dispersées, de l'Espagne jusqu'à l'Asie centrale. Et ça, c'était grâce au réseau de communication de l'immense empire islamique. Leurs consultations juridiques écrites, les responsa, circulaient partout. Et ça a contribué à unifier et à standardiser le judaïsme rabbinique à travers le monde. Mais cette histoire, on l'a dit, n'est pas uniforme. J'imagine bien que la situation à Cordoue n'était pas la même qu'à Boukhara ou au Caire, par exemple. Bien sûr, la diversité géographique et chronologique est immense. En Al-Andalouse, pour y revenir, on avait une société très mixte, avec des tensions internes, même entre musulmans arabes contre berbères par exemple, et d'importantes minorités juives et chrétiennes. Les juifs ont pu y atteindre des positions très élevées. Médecins du calife, diplomates, comme ce fameux Asda ibn Shaprout au Xe siècle. Mais leur sort restait très dépendant du pouvoir en place. Fragile en somme. Et certains pouvoirs en étaient particulièrement hostiles. On pense aux Almohades. Oui, alors là, le XIIe siècle, c'est une rupture brutale. Surtout au Maghreb et dans le sud de l'Espagne.
Les Almohades, c'était un mouvement religieux berbère très rigoriste, très intransigeant. Ils ont aboli le statut de dhimmi qu'ils jugeaient trop laxiste. Pour eux, c'était simple. La conversion à l'islam, l'exil ou la mort. Terrible. Ce fut une période noire pour les juifs et les chrétiens qui restaient. Beaucoup ont été forcés à des conversions de façade ou ont dû fuir. Maïmonide lui-même et sa famille ont dû quitter Cordoue à cause de ça. À l'inverse, on présente souvent l'Empire ottoman comme un refuge, notamment après 1492 et l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal. C'est justifié. Oui, en grande partie. Les Ottomans ont accueilli les réfugiés séfarades, qui ont apporté leurs compétences, leurs réseaux commerciaux. Le XVIe siècle a été une période d'essor pour les communautés juives ottomanes, surtout à Istanbul, Izmir, et plus encore à Salonique, qui est devenu un très grand centre juif. Ils y dominaient l'industrie textile qui fournissait l'armée ottomane, par exemple. D'accord. Certaines figures comme Donia Gracia-Nazi et son neveu Joseph Nazi ont même eu une influence politique considérable à la cour du sultan. Ils ont même tenté de développer un centre juif en Palestine, à Tibériade. Et les juifs utilisaient d'ailleurs volontiers les tribunaux ottomans en appliquant un principe talmudique, Dina de Malkuta Dina, la loi du royaume est la loi. Ce n'était pas non plus idyllique et éternel. Un déclin économique et démographique s'amorce ensuite. Et puis, il y a eu la crise messianique autour de Sabbatai de Séville au XVIIe siècle. Ah oui, le faux messie. Voilà. Un juif de Smyrne qui s'est proclamé messie, qui a entraîné des foules, avant de se convertir à l'islam sous la contrainte du sultan. Ça a provoqué un traumatisme immense et durable dans tout le monde juif, y compris dans l'Empire ottoman. Et ailleurs, dans le monde musulman? En Perse, par exemple, l'Iran actuel, la situation en Iran a souvent été plus difficile, c'est vrai, surtout sous la dynastie chiite des Séfévides à partir du XVIe siècle. Le chiisme mettait davantage l'accent sur les notions de pureté et d'impureté rituelle, le nadja. Et ça accentuait l'isolement social des Juifs, considérés comme impurs. On a des récits de conversion forcée au XVIIe siècle, comme celui qui est raconté dans le Kitab Yanoussi, le livre du contraint. C'est terrible. Et la situation s'est encore dégradée au XIXe siècle sous la dynastie Kadjar, avec des persécutions violentes. Le massacre et la conversion forcée de toute la communauté de Meshed en 1839, c'est un exemple tristement célèbre. Le Yémen aussi a connu des périodes sombres, liées à ce Sabbatai de Séville. Oui, indirectement. Suite aux troubles liés à ce mouvement messianique, l'imam du Yémen, à la fin du XVIIe siècle, a ordonné l'expulsion de nombreuses communautés juives vers une région désertique et insalubre, Maouza. Un épisode tragique qui a profondément marqué la mémoire des juifs yéménites. Et en Asie centrale? Boukhara, Samarcande? Là, la coexistence semble avoir été globalement plus stable, plus pacifique, même s'il y a eu là aussi des épisodes de conversion forcée au XVIIIe et XIXe siècle. Ce qu'on voit en tout cas, c'est une mosaïque incroyable d'expériences. Vraiment, pas une histoire linéaire, mais des hauts, des bas, très très liés aux contextes politiques locaux, religieux aussi parfois. Et puis arrive la modernité européenne, le colonialisme. Ça rebat complètement les cartes, j'imagine. Totalement. C'est un tournant majeur au XIXe siècle. D'une part, il y a les réformes dans l'Empire ottoman, les tanzimat, qui visent à moderniser l'État, à créer une citoyenneté ottomane plus égalitaire en principe, et d'autre part, il y a l'intervention croissante des puissances européennes. Qui se pose en protectrice des minorités. Exactement, surtout des minorités chrétiennes, mais parfois aussi juives. Et tout ça, ça change les règles du jeu, ça crée de nouvelles dynamiques et souvent de nouvelles tensions. Au Maghreb, par exemple, on voit les élites juives adopter massivement l'éducation et la culture européenne, notamment française. Ça a dû créer un décalage avec la population musulmane, non? Oui, un décalage très important. Sauf peut-être en Irak, où l'intégration à la culture arabe est restée forte plus longtemps. Mais ailleurs, au Maghreb, en Égypte aussi, beaucoup de juifs se tournent vers les écoles de l'Alliance israélite universelle, apprennent le français, qui devient vraiment la langue de la promotion sociale et culturelle. Ça creuse un fossé avec la majorité musulmane, qui est souvent plus réticente ou simplement tenue à l'écart de cette modernité occidentale imposée. La séparation physique dans les villes s'accentue aussi, avec les quartiers européens d'un côté, les médinas de l'autre. Et en Algérie, il y a cet événement absolument clé, le décret Crémieux, en 1870, donnait la citoyenneté française aux juifs, mais pas aux musulmans. On imagine l'impact. Un impact énorme et durable.
Vraiment. Du jour au lendemain, les Juifs deviennent citoyens français, avec les droits et les devoirs que ça implique, tandis que les musulmans restent des sujets ou des indigènes avec un statut inférieur. Cette mesure, qui était voulue par les Juifs d'Algérie et portée par Adolphe Crémieux, ministre français de la Justice lui-même juif, a créé une rupture juridique et symbolique majeure. Oui. Elle a été perçue par beaucoup de musulmans comme une trahison, comme une preuve que les Juifs choisissaient le camp du colonisateur. Ça a alimenté un ressentiment profond. Et ça a aussi nourri un anti-judaïsme moderne d'inspiration européen qui va exploser tragiquement lors du pogrom de Constantine en 1934. C'est vraiment un cas d'école de la façon dont le colonialisme a reconfiguré et souvent empoisonné les relations intercommunautaires. Et pendant ce temps-là, en Palestine, la situation prend une tournure complètement différente avec la montée du sionisme politique. Oui, là, le conflit change de nature, radicalement. Il ne s'allie plus seulement de relations entre une majorité musulmane et une minorité juive dhimmi, même si cet arrière-plan existe toujours. Ça devient de plus en plus une confrontation entre deux mouvements nationaux. Le nationalisme arabe palestinien qui émerge et le nationalisme juif sioniste. Et les deux revendiquent la même terre. Forcément conflictuel. La déclaration Balfour de 1917, qui promet un foyer national pour le peuple juif en Palestine, alors sous mandat britannique, est vécue comme une catastrophe, une injustice fondamentale par les Arabes. Les tensions s'exacerbent notamment autour des lieux saints à Jérusalem. Le mur occidental, le Kotel pour les Juifs, Al-Bourak pour les musulmans, devient un symbole politique brûlant, un point de friction permanent. Les émeutes sanglantes de 1929 autour du mur en sont un exemple frappant. Le conflit se nationalise et en même temps, il se reconfessionnalise, il réactive des antagonismes religieux. On a mentionné l'exception irakienne tout à l'heure. C'est intéressant. Pourquoi c'était différent là-bas, au moins pendant un temps? Alors, jusqu'aux années 1940, en gros, une grande partie de la communauté juive irakienne, qui était très ancienne, très nombreuse et très arabisée culturellement, se sentait pleinement irakienne et arabe. Vraiment. Ils participaient activement à la vie économique, bien sûr, mais aussi culturelle, la musique, la littérature et même politique du jeune État irakien. On trouvait des juifs dans le Parti communiste, dans d'autres mouvements nationalistes, aux côtés des musulmans et des chrétiens. Cette forte identification nationale a retardé la rupture. Rupture qui n'interviendra vraiment qu'avec le choc de 1948 et ses conséquences. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, comment le monde musulman a-t-il réagi face au nazisme et à la Shoah? C'est une question sensible, souvent instrumentalisée. Oui, très sensible. Les réactions ont été diverses, il faut le dire clairement. Il y a eu des cas de collaboration avec les puissances de l'Axe. Elle était souvent motivée par l'anti-impérialisme britannique et français, plus que par une adhésion à l'idéologie nazie elle-même. On pense au grand mufti de Jérusalem, à Jamin al-Husseini, ou au nationaliste irakien Rachid Ali al-Kailani, qui a mené une révolte pro-allemande en 1941. Mais ce n'était pas généralisé, non? Non. Il faut souligner que cette collaboration est restée limitée et n'a pas entraîné d'adhésion massive des populations musulmanes à l'idéologie raciste et antisémite nazie. Et inversement, et c'est très important, il y a eu des actes de sauvetage et de protection remarquables. Le roi Mohamed V du Maroc, qui a refusé d'appliquer les lois anti-juives de Vichy à ses sujets juifs, des justes musulmans en Albanie, en Bosnie. La propagande nazie a eu un certain écho, via la radio notamment, mais sans doute moins que ce qu'on dit parfois. Le tournant définitif, le grand basculement, c'est 1948. La création de l'État d'Israël, la première guerre israélo-arabe, la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens. Ça déclenche l'exode massif et rapide de la quasi-totalité des communautés juives des pays arabes et musulmans. C'est un événement majeur, souvent appelé la Nakba juive en miroir. Oui. Entre 1948 et les années 1970, en gros, près d'1 million de juifs quittent ces pays où ils vivaient depuis des siècles, parfois des millénaires. C'est colossal. Un exode aux causes multiples, on l'imagine. Ce n'est pas juste le conflit israélo-arabe qui explique tout, hein. Non, c'est une combinaison de facteurs, complexes et variables selon les pays. Il y a l'impact direct du conflit, bien sûr. Dans beaucoup de pays arabes, les Juifs sont soudain vus avec suspicion, comme une cinquième colonne potentielle, forcément solidaire d'Israël. Il y a la montée des nationalismes arabes, qui définissent souvent la nation en termes exclusivement arabes et musulmans, laissant de moins en moins de place aux minorités non musulmanes. Mhm. Il y a aussi des pressions économiques et discriminations légales qui s'installent, et il y a eu des violences directes. Le pogrom du Faroud à Bagdad en 1941, bien avant 1948, avait déjà profondément traumatisé les Juifs d'Irak.
Tout cela crée un climat d'insécurité, de peur, d'absence d'avenir, qui pousse au départ, souvent vers Israël, mais aussi vers l'Europe, l'Amérique du Nord ou du Sud. C'est vraiment la fin d'un monde, la fin de cette présence juive, multiséculaire et très diverse en terre d'islam. Et aujourd'hui, comment ces regards croisés ont-ils évolué? On parle beaucoup, et à juste titre, d'antisémitisme dans le monde musulman, de la perception de la Shoah. C'est quoi la situation? Ce sont des sujets très complexes et douloureux. La Shoah, par exemple. Elle a été longtemps ignorée, minimisée, voire niée dans une partie du monde arabe et musulman. Parfois par hostilité politique à Israël, en liant systématiquement la Shoah à la création de l'État juif. Parfois aussi par simple méconnaissance, ou parce que d'autres traumatismes, comme la colonisation ou la Nakba, occupaient le devant de la scène mémorielle. Mais ça évolue, hein? Ça commence à évoluer, oui, lentement. On voit émerger une reconnaissance plus ouverte chez certains intellectuels, certains responsables politiques. Des figures comme Édouard Saïd ou même Mahmoud Abbas ont franchi des pas importants en reconnaissant la singularité de la Shoah. Il y a aussi des initiatives de dialogue, comme celle magnifique du prêtre arabe israélien Émile Choufani, qui a emmené des groupes de juifs et d'arabes visiter Auschwitz ensemble. C'est encore minoritaire, mais ça existe. Et l'antisémitisme actuel, dont on parle beaucoup, est-ce que c'est juste la continuation de l'antijudaïsme traditionnel de l'islam qu'on a évoqué? Pas exactement. C'est plus compliqué. L'antijudaïsme traditionnel existait, basé sur des critiques théologiques, sur le statut inférieur de dhimmi, mais l'antisémitisme moderne qu'on observe dans le monde musulman aujourd'hui est un phénomène différent, largement importé d'Europe à partir du 19e siècle. Ah oui. Oui, il reprend tous les thèmes de l'antisémitisme européen classique, le mythe du complot juif mondial, les fameux protocoles des sages de Sion lui ont eu et ont encore un succès tragique, l'accusation de Déside revisitée, la diabolisation du juif. Ce vieil antisémitisme européen, il est ensuite réactivé, réinterprété et amplifié par le conflit israélo-palestinien. Et il est instrumentalisé de manière cynique par des mouvements islamistes radicaux comme le Hamas ou Al-Qaïda, pour qui il devient un élément central de leur idéologie. Il faut donc bien distinguer les sources, même si les discours peuvent se mélanger et se renforcer mutuellement. La culture, j'imagine, reflète ces tensions. Comment l'autre, le juif ou l'arabe, est-il représenté dans la littérature, le cinéma, de part et d'autre? C'est un miroir très intéressant, oui. Dans la littérature arabe moderne, par exemple, la figure du juif apparaît parfois avec une certaine nostalgie, évoquant la coexistence perdue d'avant 1948, mais très souvent aussi à travers des stéréotypes négatifs, surtout quand le juif est assimilé à l'israélien, au colonisateur, à l'ennemi. Et inversement? Inversement, dans la culture israélienne, l'arabe ou le palestinien a longtemps été une figure assez monolithique. L'ennemi, la menace, l'autre radical. Même si, là aussi, des œuvres plus récentes, au cinéma notamment, montrent une complexité croissante, une volonté d'explorer l'humanité de l'autre, de questionner les certitudes, parfois de manière très douloureuse. Le grand poète palestinien Mahmoud Darwish a magnifiquement écrit sur cette relation complexe, intime et conflictuelle à la fois, à l'autre juif israélien. Et puis il y a la situation en Israël même, la relation entre la majorité juive et l'importante minorité arabe, musulmane et chrétienne, qui sont citoyens israéliens. C'est évidemment une relation tendue par le conflit global, par les discriminations, mais c'est aussi une réalité de coexistence quotidienne, de voisinage, de travail en commun, d'échange. L'identité des Arabes israéliens est particulièrement complexe, écartelée entre leur lien avec le peuple palestinien et leur citoyenneté israélienne. Il y a des initiatives de dialogue intercommunautaire, mais elles peinent souvent face au poids écrasant du conflit politique. Et toute cette histoire, elle résonne aussi fortement en France, avec l'arrivée massive après la décolonisation des Juifs et des musulmans d'Afrique du Nord. Une histoire de proximité parfois retrouvée, mais aussi de tensions nouvelles ou importées. Oui, la France est devenue, un peu malgré elle, un lieu où cette longue histoire méditerranéenne et moyen-orientale se rejoue en partie. La cohabitation existe, bien sûr, dans de nombreux quartiers, au travail, à l'école. Mais les tensions liées au conflit israélo-palestinien s'y importent très facilement. Elles sont souvent surinvesties émotionnellement. Et à ça s'ajoutent les difficultés sociales spécifiques à la France, les débats sur la laïcité et sur l'intégration, et une résurgence inquiétante de l'antisémitisme, qui prend parfois des formes nouvelles, touchant une partie de la jeunesse issue de l'immigration maghrébine. Même s'il faut se garder de toute généralisation abusive, c'est un enjeu majeur pour la société française aujourd'hui. Quel parcours! 15 siècles d'histoire balayés en
en si peu de temps finalement. Ce qui frappe en vous écoutant, c'est vraiment la complexité. On est loin, très très loin, de l'image simpliste d'un choc des civilisations ou d'un conflit qui serait né uniquement au XXe siècle avec le sionisme. Absolument. Le maître mot, c'est vraiment complexité et variété aussi. On a vu des périodes de symbiose culturelle extraordinaire, une interdépendance économique souvent très forte, une coexistence quotidienne qui a été la norme pendant des siècles dans de nombreuses régions. Mais on a vu aussi, et il ne faut pas l'oublier, des périodes de discrimination structurelle, légalisées par la DIMA, des flambées de violence parfois terribles, et puis des ruptures brutales. Des ruptures souvent liées à des chocs politiques externes majeurs. Les conquêtes, les croisades vues de l'autre côté, la colonisation européenne, la formation des États-nations modernes. Ok, déballons tout ça. Ce qui ressort aussi très fort, c'est comment les identités religieuses et plus tard les identités nationales se sont entremêlées, superposées, parfois jusqu'à la confusion, ce qui rend le dialogue ou même la simple compréhension mutuelle encore plus difficile à l'époque contemporaine. Oui, ce qui est fascinant ici, c'est cette dualité constante qu'on observe. D'un côté, il y a la persistance de certains cadres mentaux, de certains préjugés, de certaines structures de domination qui traversent les siècles. Et de l'autre, il y a une plasticité étonnante, une capacité des relations à se transformer radicalement selon les contextes politiques, économiques, culturels. L'histoire montre bien qu'aucune situation n'est figée à jamais, ni dans le bon, ni dans le mauvais. Aujourd'hui. Peut-être que regarder cette longue histoire, vraiment longue, avec ses lumières, mais aussi ses ombres profondes. Eh bien, cela soulève une question importante, je crois. Une question fondamentale. En connaissant mieux cette histoire partagée, qui est faite d'échanges incroyablement riches, mais aussi de souffrances réelles et de ruptures profondes, comment peut-on dépasser les récits simplificateurs, les narratifs antagonistes qui dominent aujourd'hui? Comment envisager l'avenir de ces relations, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe ou ailleurs, sans être prisonnier ni d'une nostalgie idéalisée et fausse du passé, ni d'une sorte de fatalité du conflit? La question, bien sûr, elle reste ouverte. Merci infiniment d'avoir partagé cette exploration passionnante et si nuancée avec nous.